Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce webinaire consacré aux mesures d'urgence et mesures de soutien plan montagne de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, je suis Nathalie Saint-Marcel, directrice adjointe du cluster montagne. Ce webinaire prend place dans un cycle d'information que nous proposons à nos membres et aux acteurs de la montagne toutes les semaines ou tous les 15 jours depuis le début d'année pour accompagner les entreprises, les acteurs, à mieux comprendre les dispositifs et les outils mobilisables dans cette période de crise. Ce cycle est organisé en collaboration avec l'AFMON, avec également Outdoor Sports Valley, qui est notre cluster cousin du côté des équipements outdoor, équipements de la personne. Et puis bien sûr les services de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Simplement quelques mesures pratiques que vous connaissez évidemment tous. Vous pouvez intervenir dans le chat, poser vos questions. L'équipe du cluster est là pour les noter, les faire remonter aux intervenants au fur et à mesure. Et puis on vous remercie de bien fermer vos micros. Également éventuellement les caméras si vous sentez qu'il y a des difficultés de connexion. Je vais passer la parole à Patrick Grandery, président du cluster montagne, que nous aurons en audio, je crois. Oui, bonjour, merci Nathalie, bonjour à toutes et à tous. Désolé de faire cette intervention sans l'image. Je suis dans une zone quasi blanche, donc voilà, je privilégie la bande passante. Bien, donc on va se retrouver cet après-midi pour une autre séance importante puisque on est dans la dimension, je dirais, réseau et partage d'informations qui nous est chère. C'est essentiel, c'est une des valeurs clés du cluster montagne et de notre association. On sait que vous appréciez et surtout en ce moment, on sait combien vous en avez besoin. Alors pas forcément pour tous au même niveau, mais on est quand même en sortie d'un hiver sans précédent qui, pour nous, est souvent synonyme avec le début aussi d'une saison de ce que moi j'appelle le mercato, sans côté péjoratif évidemment, qui va être vraiment très particulier parce qu'on n'a toujours pas de visibilité sur les prises de commandes, notamment de la part des collectivités et des exploitants de domaines skiables. Alors je sais que parmi nos membres, tous ne sont pas totalement dépendants du ski, heureusement, mais beaucoup sont intégralement ou très majoritairement dépendants. Et je sais que ces entreprises-là souffrent, que c'est compliqué. Donc j'ai aussi, je dirais, une pensée solidaire pour ces entreprises et on fait tout ce qu'on peut depuis plusieurs mois, vous le savez maintenant, pour vous aider, pour vous accompagner, surtout éviter, j'allais dire, la solitude ou le repli sur soi-même. Et on est là pour partager des informations, on est là pour vous faire partager alors des expériences, des points de vue. On a différents types de sessions. Celle d'aujourd'hui est particulièrement importante parce que nous allons donner la parole d'une part à Fabrice Pankouk, qui est à la fois, vous le savez maintenant, notre président délégué aux relations institutionnelles au cluster montagne et qui est aussi, bien évidemment, en sa qualité d'élu, vice-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, après son mot d'introduction, il nous fera avec l'équipe de la région et l'équipe du cluster, ils nous feront ensemble une présentation des dispositifs, ces dispositifs régionaux qui se veulent, je dirais, en quelque sorte complémentaires de la notion d'indemnisation que nous apporte l'exécutif ou que nous essayons d'obtenir de l'exécutif actuellement, lié à la fermeture administrative. Voilà, avec la région, on va aussi parler de relance, on va parler du futur parce que c'est aussi ce qui nous intéresse. C'est pas être uniquement dans le court terme et dans le repli, c'est surtout se projeter vers le futur et commencer à réfléchir à la suite. Voilà, en tirant le meilleur parti aussi des dispositifs qui peuvent nous accompagner, aider nos entreprises et éviter qu'il y ait trop de casse dans cette situation compliquée. Voilà, je ne vais pas être plus long, je vais laisser la parole à nos hôtes et je vous souhaite une très bonne séance de travail et portez-vous bien toujours et j'espère que vos entreprises arrivent aussi avec vous et vos équipes à tirer leur épingle du jeu et bon courage encore parce que ce n'est pas vraiment tout à fait fini apparemment. Donc, on est là, on est ensemble, on est solidaires et on va continuer à essayer de vous livrer utile.
À bientôt. Merci beaucoup. Merci Patrick. Un autre Patrick, je l'ai vu dans le chat, Patrick Giraudon, président d'OSV, si tu veux peut-être saluer et prendre la parole quelques minutes avant Fabrice Pankouk. Je ne sais pas si tu m'entends. Oui, je t'entends Nathalie. Écoute, au pied levé, parce que ce n'était pas prévu. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette introduction Nathalie. Merci Patrick Grandery également. Merci aux services de la région et aux élus qui ont travaillé à ce dispositif en nous interrogeant, en nous sollicitant sur comment demain on pourrait intégrer les entreprises pour cette relance. Parce qu'effectivement, nous, dans l'équipement de la personne, on a, on va dire, 40 à 60 membres qui souffrent très gravement dans la même veine que les administrateurs du cluster montagne. Ils sont en train de prendre des commandes de base qui sont entre moins 50 et moins 80%, puisque les stocks résiduels en magasin et les stocks chez les industriels vont faire une année blanche en termes de fabrication. Vous entendez souvent parler de Bruno Cerclet du ski chez Rossignol. Tous les membres qui sont autour de ces catégories pure ski, 70% de ventes en montagne, sont exactement dans le même désarroi et le même impact économique. Donc voilà, merci en tout cas pour ce moment ensemble et je vous souhaite à tous qu'on trouve des solutions de s'en sortir par le haut. Et voilà, je laisse la parole pour la suite. Merci pour m'avoir donné la parole, Nathalie. Merci Patrick. Fabrice ? Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir pris un moment cet après-midi pour ce moment d'échange et puis peut-être de découverte encore des dispositifs qui sont mis en œuvre. Moi, je voudrais associer Karine Lucas, que j'ai vu passer, qui est conseillère régionale, par ailleurs membre de la commission montagne. Je vais, dans ce petit mot introductif, vous dire comment on a travaillé et puis ensuite, je laisserai le soin aux services qui sont avec nous de rentrer dans les éléments de détail de ces dispositions régionales. Évidemment, dès que nous avons eu l'annonce de la non-ouverture ou de la fermeture, pour ceux qui avaient déjà anticipé des domaines skiables, très rapidement, du côté de la région, nous nous sommes interrogés avec le président Vauquier, avec Gilles Chabert, de ce qu'il était possible de faire pour accompagner ce qui d'ores et déjà s'annonçait comme une véritable difficulté économique. Après avoir pris quelques informations, on a organisé une tournée de terrain pour aller au plus près des acteurs. C'est toujours la manière la plus efficace qui nous permet de comprendre comment ça fonctionne, quelles sont les difficultés, quelles sont aussi les subtilités qui sont à prendre en compte, parce que les grandes décisions de portée générale ne permettent pas, malheureusement, de venir dans le détail. Ce travail, il nous a permis d'abord d'entendre de nombreux acteurs, d'aller au contact de la diversité de la montagne de notre région Auvergne-Rhône-Alpes, depuis le Cantal jusqu'au fond de la Maurienne, ou depuis la Loge des Gardes jusqu'à Val d'Isère, d'entendre toute cette disparité et les réponses qui étaient attendues en termes d'accompagnement. Ce qu'on a mis en évidence, tout ça s'est retrouvé dans ce qu'on appelle le mémorandum pour la montagne, qui est le condensé de nos rencontres et le condensé des dispositions attendues par les professionnels de la montagne. Et je dis bien professionnels de la montagne, j'aurais pu dire acteurs de la montagne aussi, parce qu'on ne parle pas ici que de ski. C'est une des subtilités importantes dans cette affaire, c'est que trop souvent, on s'est retrouvé dans une opposition, on dit mais est-ce que votre activité est liée aux remontées mécaniques? C'est évidemment beaucoup trop réducteur. Et ce que l'on sait, c'est que quand on ferme les remontées mécaniques, on a une incidence globale sur nos territoires de la station et sur nos territoires de montagne, y compris d'ailleurs avec ce ruissellement jusque bien souvent sur les fonds de vallée et sur des professionnels qui, bien qu'ils ne sont pas en montagne, ont une activité qui est directement liée à l'activité de ce qui se passe sur ces territoires. L'objectif de ce mémorandum était aussi d'expliquer que l'écosystème de la montagne est un écosystème très particulier et que les dispositions, là encore, de portée générale n'étaient pas de nature à pouvoir répondre aux particularités qui font nos territoires. Je pense ici à la question de la saisonnalité qui, au moment où la saison se termine, eh bien, c'est cette saisonnalité très forte
qui permet de vivre ensuite le reste de l'année. De la même manière que c'est ce qui aura été réalisé pendant la saison d'hiver, qui nous permettra au printemps, dans l'été, dans l'automne, de réaliser des investissements importants pour nos territoires. Et à défaut de ce chiffre d'affaires, l'impossibilité d'être dans ce temps de l'investissement et ce temps de l'accompagnement de nos territoires. De la même manière, et ça c'est une dimension majeure, de faire comprendre que les compensations qui peuvent être mises en œuvre ne sont pas le chiffre d'affaires. Et là encore, à défaut de chiffre d'affaires, il n'y a pas les investissements, il n'y a pas les emplois de la saison d'été ou du printemps et de l'automne. Donc ce travail-là, il a été fait à la fin du mois de janvier, sur le mois de février, et on a ensuite remis ce document au Premier ministre, on l'a remis à plusieurs ministres intéressés directement sur ces sujets et pour lesquels nous avons été au contact de manière régulière. Il y a aussi la dimension des charges, bien sûr, que vous connaissez tous, avec ces charges très importantes liées aussi à la saisonnalité, au logement qu'il faut que l'on assure pour les saisonniers. Très rapidement, on a vu qu'on était entendu sur certains aspects et que pour un certain nombre d'autres aspects, eh bien, ça n'était pas forcément au rendez-vous. En tous les cas, les subtilités n'étaient pas intégrées et ne permettaient pas de répondre. C'est dans cet esprit que nous avons préparé la session plénière du 24 février dernier et ce plan d'urgence et d'accompagnement pour la montagne, avec l'objectif que la région, qui évidemment n'a pas la velléité de répondre de toutes les problématiques ou de l'ensemble des compensations qui sont à mettre en œuvre, eh bien que la région puisse malgré tout être au soutien de l'ensemble des acteurs et en tous les cas là où il y avait des besoins les plus sensibles. On a décliné ça avec 3 axes de réponse qui vont vous être présentés plus en détail juste après. Tout d'abord, des mesures d'urgence avec ce qu'on a appelé les oubliés, ce qu'on a appelé les trous dans la raquette, des mesures d'urgence qui visent à identifier auprès de quelques cibles d'acteurs des accompagnements régionaux qui peuvent être mis en œuvre et qui permettent d'apporter une compensation de plus, mais une compensation certes d'un volant d'environ 10 000 €, et c'est ce qui vous sera présenté juste après. Le deuxième axe sur lequel nous sommes intervenus, il est dans une double dimension, mais il est à considérer avec de l'avance remboursable, de l'emprunt, et même si l'emprunt ou l'avance remboursable n'apparaît pas toujours comme la solution dans un moment où on est fragilisé, l'objectif c'est de pouvoir donner le coup de main, donner le coup de collier qui permet à un moment donné soit de rester sur la ligne de flottaison avec une avance remboursable sur laquelle on va pouvoir venir eh bien, rembourser ensuite, des fois dans une stratégie même d'entreprise, mais aussi cette avance remboursable qui va permettre à un moment donné de faire face à un investissement qui est nécessaire pour la relance et sur lequel on peut donner le coup de main à l'entreprise parce qu'il y a une dimension qui est indispensable de tout ce que je vous dis, c'est qu'on est dans l'attente de la reprise. On ne sait pas quand, évidemment, mais on sait qu'on a encore un bel avenir demain sur lequel il faut que nous nous préparions. Et le troisième axe, c'est ce qu'on appelle le plan de relance. Et vous verrez sur ce plan de relance, il y a plusieurs dimensions. Il y a d'abord réaffirmer que ce que nous avons fait jusque-là, depuis 2016 à aujourd'hui, eh bien, il faut que nous le poursuivions, tant sur les questions de montagne-hiver. Je pense ici à l'enneigement, je pense à l'hébergement et les autres axes que vous connaissez. Je dois dire aussi le câble et les ascenseurs valléens, par exemple, parce que Jean-Éric Goyen est connecté. Je dois dire aussi qu'on réaffirme du côté de ce qui fait la transition et les différents plans que nous avons mis en œuvre dans ce cadre-là, mais aussi en direction de la montagne durable. Et enfin, en direction de ce que nous appelons les acteurs économiques de la montagne, et c'est assez impropre d'ailleurs de les appeler comme ça, mais en tous les cas, ceux qui sont des fournisseurs de l'activité en montagne, sans y être forcément précisément installés. Et je sais que vous êtes un certain nombre ici à être intéressés par cette disposition qui est dotée de 15 millions d'euros et qui permet de venir accompagner l'écosystème que j'évoquais tout à l'heure, sans que vous soyez forcément directement installé sur le territoire d'une station.
Et là, ça redonne évidemment une vision très englobante de ce que sont nos territoires de montagne dans leur grande diversité. Voilà, moi je ne serai pas plus long. Ce plan global, c'est 400 millions d'euros. C'est une délibération cadre le 24 février. C'est ensuite un certain nombre de délibérations de commissions permanentes qui sont prises depuis le 12 mars dernier et qui vont continuer encore de se décliner dans les semaines qui viennent. Voilà les quelques éléments que je souhaitais vous partager de portée générale en ce début de propos, et je vais laisser la main évidemment maintenant au service de la région. Voilà, l'actualité étant particulièrement dense, je ne pourrais pas être avec vous jusqu'au bout, mais je voulais aussi réaffirmer ici pour le compte de l'ensemble de l'exécutif régional, j'associe d'ailleurs Annabelle André-Laurent également, vous dire toute notre disponibilité pour rentrer après même le temps du call d'aujourd'hui, dans des éléments de détail sur lesquels vous souhaiteriez appeler notre attention. Je vous remercie en tous les cas. Merci beaucoup. Alors, maintenant, nous allons détailler de manière un peu plus technique chaque mesure. Donc, je passe la parole à Nathalie Boudard. Donc, voilà, nous allons faire ça à 3. Nathalie Boudard, Valérie Perret, moi-même et avec Serge Tuaz ici présent, donc on fait à 4. Nous allons vous détailler les mesures qui ont déjà fait l'objet d'un dispositif qui est actif en ce moment avec un focus sur le fonds d'investissement. Nathalie et Valérie, je vous passe la parole pour les mesures d'urgence. Oui, bonjour. Je suis Nathalie Boudard, je suis responsable du service action économique dans les territoires à la direction du développement économique de la région. Une première diapositive pour que vous puissiez visualiser le périmètre qui concerne donc le plan en faveur de la montagne avec une clé d'entrée des territoires. Donc sachez que ce sont 11 départements concernés par le dispositif, 47 EPCI, 915 communes et qu'en fait ce périmètre il a été défini à partir d'un zonage qui avait été proposé par l'État et en fait il s'agit donc des communes qui sont supports de station ou des communes membres d'un EPCI sur lequel se trouve une station. À une exception près, c'est celle des communes qui appartiennent à une aire urbaine de plus de 50 000 habitants. Donc, je souhaitais qu'on puisse partager cette carte parce que je trouve que c'est aussi intéressant de pouvoir illustrer ce périmètre avec ce type d'outil. On peut passer à la diapositive suivante. Les mesures d'urgence, en fait, on compte 6 mesures d'urgence qui visent donc à pouvoir apporter des compensations aux oubliés des aides de l'État. Alors, elles sont financées en partie par le fonds montagne du fonds Région Unie. Je pourrais y revenir si vous le souhaitez ultérieurement. Ces 6 aides, ce sont donc les entreprises nouvellement créées ou reprises en 2020 et Valérie Perret va vous présenter le dispositif plus finement dans la diapositive suivante. Ce sont les centres de vacances dits indépendants. C'est un dispositif qui est géré par la direction du tourisme à la région. Ce sont des aides aux viticulteurs de montagne, donc avec 3 zonages prévus. Donc, ce sont les viticulteurs dans le Diois, sur les vins de Savoie et dans le Bugey. Donc, c'est une aide qui est gérée par la direction de l'agriculture à la région. Une 4e aide pour les acteurs économiques menacés de disparition ou qui sont dans des situations exceptionnelles. Ça, c'est aussi une aide gérée par la direction du développement économique. Et on a 2 autres aides qui sont gérées par la direction en charge du sport et de la santé. Donc, des aides pour les professionnels de santé ou pour les ski clubs. Avoir en tête que le dépôt des demandes pour ces aides qui sont des aides d'urgence se fait jusqu'au 30 avril par l'intermédiaire d'une plateforme de dépôt de demande de subvention qui s'appelle le portail des aides.
Si tu veux, alors juste aussi dire que les 4 aides, les 4 premières donc, sont assises sur des dépenses d'investissement réalisées par les entreprises ou par les centres de vacances, ce qui permet de mobiliser aussi le cofinancement du Fonds Région Unie et donc le cofinancement de la part des collectivités locales concernées par le plan montagne. On peut passer à la diapo suivante. Voilà. Oui, je prends le relais. Bonjour. Donc Valérie Perret des services de la direction du développement économique. Je vais aller assez vite sur cette aide-là parce que peut-être qu'elle correspond moins au cœur de cible des personnes qui participent au webinaire, puisqu'on est sur une entrée très spécifique de création de reprise d'entreprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020. Donc, je pense que la plupart des entreprises ont été créées ou reprises antérieurement, donc vous êtes peut-être moins dans le cœur de cible, mais quand même pour vous partager l'information. Donc, comme l'a dit M. Pancou, qui en est vraiment là, cette aide répond à des sollicitations qu'on a reçues sur des entreprises qui n'avaient pas mobilisé des dispositifs précédemment mis en place, tels que le fonds de solidarité, hein, parce que sur beaucoup de dispositifs, il faut justifier d'une baisse de chiffre d'affaires, et voilà, pour les entreprises récemment créées ou reprises, il était compliqué d'apporter ces éléments-là de justification, d'où la création de cette aide, hein, donc, dont les éléments principaux sont donc une subvention qui peut aller jusqu'à 10 000 euros, donc maximum, avec un taux d'intervention de 80%. Elle est bien cumulable avec une aide qui permet aussi d'adresser les créateurs ou les repreneurs, qui est donc le Fonds Région Unie, qui n'est pas spécifique à la montagne, qui est donc une avance remboursable, qui est du financement de trésorerie. Donc les deux sont bien mobilisables parce que la subvention est assise sur des dépenses d'investissement, alors que l'autre est assise sur une analyse faite par des opérateurs partenaires sur des besoins de financement en trésorerie en besoin de fonds de roulement. Et donc voilà, la logique est différente. Elle répond d'abord à une problématique de financement en trésorerie. Donc les deux sont bien cumulables. Et donc les principaux critères d'intervention, vous les voyez là. Hein, donc c'est entreprise créée aux reprises en 2020. Avec donc un plafond en termes d'effectifs de moins de 20 salariés. Donc, mais bon, ce qui est généralement le cas de figure qui se rencontre très fréquemment sur des entreprises tout récemment créées ou reprises. Et donc, il y a ce plafond-là qui a été fixé. Et l'autre point important sur la nature des dépenses éligibles. Donc, nous pouvons intervenir donc sous mode de subvention pour des investissements réalisés entre le 1er janvier et le 31 décembre, hein, donc correspondant à la date d'éligibilité des entreprises, ou sous forme de remboursement donc d'un financement, d'un emprunt bancaire ou d'un financement crédit bail, mais sous condition, donc sur la période 2020-2025 en termes d'échéancier de remboursement, mais sous condition que le financement ait bien été mis en place, là aussi, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020. Donc on ne pourra pas intervenir sur des financements qui ont été mis en place postérieurement au 31 décembre 2020. Voilà les principales informations. Je ne fais pas plus long parce que je pense que voilà, on n'est peut-être pas, ce dispositif correspond à une cible d'entreprise qui est peut-être pas, ne fait pas partie, enfin, très minoritairement partie des 77 participants là au webinaire. Et donc, comme l'a dit Nathalie sur le process, hein, donc les entreprises qui veulent solliciter cette aide peuvent faire un dépôt en direct sur le portail des aides, donc c'est sur le site Ambition Éco. Où après, voilà, il faut suivre le parcours indiqué. Et donc, nous avons, hein, pour information, reçu au jour d'aujourd'hui une 50aine de dossiers de demande. Et l'objectif est de présenter les premiers dossiers à la commission de mai, puis ensuite à la commission de juin, hein, sachant que le dispositif sera ouvert, comme l'a dit Nathalie, jusqu'à fin avril. Merci Valérie. Du coup, Nathalie, tu veux nous faire rapidement nous parler rapidement des acteurs économiques menacés de disparition. Du coup, c'est… D'accord, donc on rapidement, pas ouais, focus sur sur les centres de sauf s'il y a des questions, mais voilà, sur les centres de vacances, sachez qu'en fait on est sur une aide gérée par la direction du tourisme et comme ça a été indiqué précédemment, si vous souhaitez accéder au règlement de l'aide, vous pouvez donc vous rendre sur le site Ambition Éco. Donc c'est le site de la région qui répertorie l'ensemble des dispositifs d'accompagnement mis en place par la région Auvergne-Rhône-Alpes en direction des entreprises. Et je pense que, et puis vous avez, si vraiment il y a des questions précises, aussi une adresse électronique qui vous est présentée sur la diapo. Effectivement, vu le public, je propose que l'on avance sur
la diapositive suivante, qui est celle consacrée aux coopératives viticoles ou aux caves particulières. Là, on est sur un dispositif géré par la DAFA, comme je l'indiquais. C'est une subvention et qui est versée et qui est conditionnée au fait qu'il y ait une perte de chiffre d'affaires. Là encore, on est sur une demande de subvention qui doit se faire sur le portail des aides. Et puis, je vais proposer d'aller sur la diapositive suivante qui aussi peut concerner ou intéresser les acteurs des territoires. Donc, on est sur un dispositif qui se voulait, je dis entre guillemets, voiture balai, et qui visait donc à pouvoir accompagner, des entreprises qui n'auraient pas pu bénéficier de soutien public par ailleurs. Donc, on peut viser les entreprises de moins de 20 salariés ou alors des associations du secteur marchand, sous réserve de plusieurs conditions: pouvoir justifier d'une perte de chiffre d'affaires de 50%, à titre exceptionnel de 30%, ne pas avoir bénéficié d'une aide publique exceptionnelle qui soit liée à la crise sanitaire, avoir donc engagé des dépenses d'investissement qui étaient financées soit par l'emprunt, soit directement par l'entreprise sans recourir à l'emprunt. Et puis, à titre je ne vais pas dire exceptionnelles, mais en plus de ces dépenses qui sont prioritairement des dépenses d'investissement, peuvent s'ajouter des dépenses de loyer, sous réserve qu'elles ne représentent pas plus de 25% de la dépense subventionnable qui sera présentée. La subvention, elle peut atteindre jusqu'à 10 000 euros. Jusqu'à 10 000 euros. Elle est versée par la région selon un taux d'intervention de 80%. Et alors, c'est une aide qui est conditionnée au signalement de la situation de l'entreprise par le maire de la commune. Donc, nous avons mis à disposition une attestation qui permet de signaler la situation et qui est disponible sur le site Ambition Éco. Et cette attestation est une pièce obligatoire pour pouvoir déposer un dossier de demande de subvention. Et la deuxième aussi condition, c'est que cette aide soit cofinancée non seulement par la région, puisqu'on mobilise le Fonds Région Unie, mais également par la collectivité la commune, voire l'intercommunalité, qui interviendra à hauteur d'un tiers de la subvention qui sera versée à l'entreprise qui est dans une situation exceptionnelle. Pour toute question, donc on vous a indiqué aussi sur la diapositive une adresse électronique que vous pouvez contacter. Et puis, le règlement de l'aide et le lien vers le portail des aides est également disponible sur Ambition Éco. Peut-être avant de passer au point suivant, je vais me permettre de remonter une partie des questions qui ont été posées dans le chat. Elles sont en fait à peu près toutes sur le même sujet, c'est-à-dire le zonage, avec des demandes de précision sur les communes éligibles. Alors, le lien sur la liste des communes a été mis dans le chat également. Mais effectivement, je pense pas mal d'interrogations sur les zones d'Annecy, Chambéry, Montmélian. Est-ce que vous pouvez apporter des éclairages pour les acteurs qui sont situés sur ces territoires ? Alors, on est sur un zonage, comme je l'ai indiqué, on s'est calé sur une liste qui avait été arrêtée par les services de l'État. Ce que je voudrais préciser, j'anticipe un peu les propos de Clotilde, mais ce que je voudrais préciser, c'est que là, on est vraiment, ce zonage, il s'applique pour les aides d'urgence. Oui, c'est celle qu'on vient de voir, tout à fait. Voilà, celle que l'on vient de voir. En revanche, Clotilde va vous l'expliquer pour l'autre partie du
plan montagne et pour les mesures de moyen terme, le zonage évolue. Alors, on va vous expliquer, ouais. Donc, Voilà. Oui, je pense que c'est vraiment on va- important de préciser ce point. Là, on a passé en revue les mesures d'urgence, hein, vraiment. Donc, c'est des cas, enfin, comme vous voyez, quoi, des situations quand même assez exceptionnelles. Et donc là, oui, il faut que l'entreprise soit située dans les zones, dans le zonage repéré dont on a mis la liste. Du coup, on peut passer à la mesure, à une autre mesure qui peut vous intéresser, le prêt montagne. Valérie, si tu veux présenter le Oui, prêt montagne, donc volontiers. le deuxième axe hein, sur les trois. Donc, premier, Donc, mesure d'urgence, deuxième, ce prêt, et troisième, on verra après le plan de relance montagne. voilà. Donc le prêt montagne, en fait, est quelque part une relance d'un dispositif qui a été mis en place lors du premier confinement, donc au printemps 2020. Donc c'est un outil mis en place avec BPI France, qui était le prêt Aura et donc qui était une déclinaison en région Auvergne-Rhône-Alpes du produit prêt rebond que BPI France a effectivement déployé sur l'ensemble du territoire national. Donc là, on est sur un financement de besoins de trésorerie et donc et de besoins en fonds de roulement. Donc le prêt montagne reprend les mêmes caractéristiques. Il y a assez peu de nouveautés par rapport à ce qu'était le prêt Aura, prêt rebond. Alors je ne sais pas si plusieurs des entreprises présentes à ce webinaire ont activé cette possibilité de financement au printemps 2020. Mais voilà, ça reprend à peu près les mêmes caractéristiques. La seule nouveauté, et suite à des retours de terrain, donc d'entreprises qui ont exprimé des besoins de financement assez importants, la seule nouveauté par rapport à ce qu'était le prêt Aura, c'est le montant d'intervention revu significativement à la hausse, parce que sur le prêt Aura, il était plafonné à 100 000 euros. Et là, vous voyez que le plafond était élevé à 300 000 euros. Donc, c'est une augmentation significative du montant maximum d'intervention de ce prêt de trésorerie. Donc après, les autres modalités sont très similaires, donc je les redis rapidement. Donc on est effectivement sur un prêt remboursable sur 7 ans avec 2 ans de différé, hein, donc pour effectivement faire que les entreprises n'aient à rembourser que dans une perspective de relance de l'activité et donc d'un retour à une activité économique plus normale, donc avec voilà, des premiers remboursements qui n'auraient lieu que dans 2 ans. Voilà là-dessus sur les principaux points. Après, pour vous donner l'enveloppe mobilisable, donc on est sur une enveloppe assez significative, puisqu'on est sur une enveloppe de près de 152 millions d'euros. À savoir que donc la région, via des crédits FEDER, c'est pour ça que vous voyez le terme FEDER REACT-EU apparaître dans le nom du dispositif et que ça nous fait un nom un peu à rallonge, parce qu'en fait on mobilise des financements FEDER liés au plan de relance européen, donc c'est l'enveloppe REACT-EU. Et donc voilà, c'est une dotation FEDER de 38 millions d'euros qui, avec des effets leviers, permettront à BPI France de disposer d'une enveloppe de prêt de 152 millions d'euros. Et donc la mise en œuvre, c'est par BPI France, l'opérateur là-dessus est directement BPI France. Nous, les services de la région, on n'interviendra pas directement auprès des entreprises. Donc il y aura 2 canaux de distribution. Le premier, donc, qui est le réseau BPI classique et qui est activable depuis ce début de semaine. On a fait voter une délibération à la dernière commission permanente de vendredi dernier. Donc le dispositif est mobilisable, en tout cas sur cette partie réseau BPI, qui concerne des demandes de financement supérieures à 50 000 euros. Donc ça, vous pouvez d'ores et déjà contacter les chargés d'affaires BPI France pour mettre en place un tel financement si vous le souhaitez. Et le deuxième canal, qui n'est pas encore totalement opérationnel, c'est une plateforme de dépôt en ligne pour les demandes de financement inférieures à 50 000 euros. Parce que là, il y a toujours des échanges entre les équipes BPI France et les équipes chez nous de la direction des fonds européens. Parce que comme il y a des financements FEDER, il y aura très très probablement des contrôles faits par les équipes de la CICC, qui sont les équipes de contrôle sur les financements FEDER. Et voilà, donc il y a des échanges en cours entre les équipes BPI et les équipes de la direction des fonds européens pour être sûr que ce qui sera déposé par les entreprises passera avec succès les contrôles FEDER. Mais j'en profite pour tout de suite vous rassurer, hein, parce que je sais que dès qu'on prononce les mots FEDER, parfois ça suscite quelques craintes en termes de contrôle au niveau des entreprises. Ce sujet-là, comme la dotation FEDER est faite à BPI France, il n'y a pas de répercussion directe pour les entreprises, hein. Du point de vue de l'entreprise, c'est assez neutre. Voilà, c'est BPI France qui met en place un financement. Voilà, toute la complexité entre guillemets administrative liée à la mobilisation de financement FEDER, du coup, et de la responsabilité de BPI France, et c'est l'objet des échanges en cours.
Voilà juste pour faire cette petite information. Tout ceci est neutre du point de vue de l'entreprise. Cet outil pré-montagne est mobilisable jusqu'au 30 juin. Donc là, on va un peu plus loin que la fin avril. C'est mobilisable jusqu'au 30 juin. Et puis les critères d'éligibilité, vous les voyez là, ils reprennent ce qui étaient les critères du prêt aura, prêt rebond. Donc il faut avoir un premier bilan. Pour BPI France a besoin d'avoir quand même un premier bilan, un premier exercice comptable de 12 mois avant pour avoir un minimum d'antériorité pour faire l'analyse de l'entreprise. Et quand bien même, effectivement, de toute façon, l'année 2020 va être un peu impactée par la crise Covid, mais donc en tout cas, il y aura ça rentre dans les critères d'éligibilité. Point important, parce que c'est des questions qui nous ont déjà été remontées. Dans les critères, il faut avoir son siège ou un établissement sur le territoire, donc sur le zonage montagne. C'est-à-dire que le fait d'avoir son siège sur la zone montagne n'est pas une condition sine qua non. Si le siège n'est pas dans ce zonage, mais que un établissement est dans le zonage et que le besoin de financement et la sollicitation du prêt montagne répond à un besoin de financement au niveau de l'établissement, évidemment. Voilà, l'entreprise et l'établissement sont bien éligibles. Donc ça, c'est un point important, comme le zonage ne couvre pas tout le territoire régional. Effectivement, c'est un point important que je voulais souligner à l'occasion de ce webinaire. Et puis après, sont exclus, mais là, on rentre sur des choses assez classiques, les CI, les affaires individuelles, sur les outils BPI France. Ça fait partie des règles d'intervention de BPI. Ils aiment bien que le patrimoine de l'entreprise soit distinct d'un patrimoine personnel, donc il faut être sous forme sociétaire. Les associations peuvent être éligibles si elles ont d'une part une activité économique et si elles ont un salarié. Donc, pour être éligible, il faut rentrer dans ces critères-là. Et puis, ne sont pas éligibles les entreprises en difficulté. Là, c'est aussi un classique de tout ce qui est aide publique aux entreprises. Et le dernier point, tout comme pour le prêt aura, ce qui est demandé, c'est qu'en partage de risque, c'est que le prêt montagne puisse faire effet levier sur un autre financement bancaire principalement, et donc la recherche systématique d'un cofinancement. Donc après, si jamais ce cofinancement n'était pas obtenu, il y aura une analyse à faire, parce que on n'a pas mis cofinancement obligatoire, donc c'est une petite porte ouverte si jamais il y a des points de difficulté pour mobiliser un cofinancement. Donc c'est plutôt l'intention de rechercher un cofinancement, et après il y a une analyse au niveau des services, des équipes de BPI France et des équipes de la région pour, si jamais il n'y avait pas de cofinancement, pour statuer sur l'octroi ou non du prêt montagne. Mais en tout cas, il faut qu'il y ait une démarche systématique avec le dépôt d'une demande de financement, généralement auprès d'un organisme bancaire, en complément donc du prêt montagne. Voilà les principaux points sur ce dispositif. Et juste un petit point, parce que j'ai vu dans le chat une première question qui est par rapport aux outils garantis. Donc pour répondre tout de suite sur ce point-là, donc il n'y a pas de couplage direct avec des outils garantis. Par contre, j'en profite pour rappeler que la région a, là aussi avec BPI France, un fonds régional de garantie pour garantir jusqu'à 70%, et on est en réflexion pour monter ce taux de garantie même à un niveau plus haut jusqu'à 80%, qui est le maximum autorisé par l'encadrement réglementaire. Donc nous avons un fonds régional de garantie qui peut être mobilisé sur la cible PME. Voilà. Mais généralement, ce sont les banques qui connaissent bien ce produit et le mobilisent directement auprès de BPI de nous-mêmes en tant que de besoin là, sur des financements qui nécessiteraient une couverture en garantie. Donc, j'en ai profité pour le rappeler au vu de la petite question qui est sur le chat. Donc, il existe par ailleurs un outil de garantie qui couvre tout secteur d'activité et de l'ensemble du territoire régional. Merci beaucoup Valérie pour cette présentation. Du coup, on va passer, sauf s'il y a des questions, mais on va passer du coup rapidement au plan de relance montagne. Donc là, on a vu les mesures d'urgence, on a vu cet emprunt mobilisable auprès de la BPI, et on a également le plan de relance montagne. Donc en fait, le plan de relance montagne, il y a le plan montagne existe, et la région prépare un plan de relance montagne, donc qui s'appuie sur les axes existants en donnant plus d'ampleur. Donc les axes, c'est développer l'activité hivernale, diversifier l'offre touristique sur toute l'année, développer la montagne durable avec les interventions dans les domaines de la mobilité douce et décarbonée, la gestion durable des ressources en eau et en électricité, l'urbanisme raisonné, la préservation des espaces naturels. Et le quatrième axe de ce plan de montagne, c'est soutenir les acteurs économiques de la montagne. Donc ce quatrième dispositif du plan montagne, lui, il est effectif
depuis aujourd'hui. Il a été voté vendredi par les élus de la région. Et c'est donc sur ce dispositif que je vais, voilà, qu'avec Serge, on va vous présenter plus en détail pour que vous puissiez le mobiliser puisqu'il est disponible dès maintenant. Donc, c'est un fonds d'aide à l'investissement doté de 15 millions d'euros, spécifiquement pour les entreprises de l'aménagement de la montagne et de l'équipement des personnes en montagne. Donc, on peut passer au slide d'après. Voilà, donc c'est un fonds d'aide à l'investissement. Donc, ça veut dire qu'il faut nous présenter un projet d'investissement qui soit innovant. Enfin, ça fonctionne. Donc, le calendrier, c'est un appel à projet annuel. Donc, vous avez vu, les mesures d'urgence, c'est jusqu'au 30 avril. Le prêt, c'est jusqu'au 30 juin. Et ce fonds d'aide à l'investissement, on a bien conscience que déposer une demande par rapport à un investissement, ça prend plus de temps parce que ça veut dire avoir un projet et nourrir un projet, surtout dans le contexte actuel. Donc, c'est un appel à projet annuel. Toutes les informations seront disponibles sur notre site Ambition Éco, donc Auvergne-Rhône-Alpes de la région. Donc, le dossier, enfin, toutes les informations sont sur le site. L'aide est assez simple à mobiliser. C'est donc une aide sur un investissement en fonction de la taille de l'entreprise, parce que les entreprises sont toutes éligibles. Enfin, on va voir après les critères, mais selon la taille de l'entreprise, l'aide est variable. Donc, pour une entreprise TPE, une toute petite, une petite entreprise, l'investissement éligible, il démarre à 20 000 euros et la subvention, elle peut porter sur 50% de l'investissement. Sur une grande entreprise, le seuil minimum d'investissement, c'est 500 000 euros et le pourcentage d'intervention de la région, donc la subvention, s'élève à 10%, enfin, se porte sur 10% du montant. Et pour les moyennes entreprises, on est sur un taux d'intervention de 30% et un investissement éligible de 50 000 euros. Donc, vous voyez que le taux d'intervention, enfin, la manière d'intervenir de la région dépend de la taille de l'entreprise, mais toutes les entreprises peuvent déposer un projet avec un maximum de 350 000 euros. On va passer sur la slide d'après. Donc, les bénéficiaires. Alors, donc, vous avez vu toutes les mesures d'urgence et les emprunts, il fallait avoir son siège ou un établissement dans les zones bien listées, bon, pour lesquelles vous avez posé quelques questions auxquelles on répondra. Mais pour ce dispositif, on a voulu élargir et donc on a les entreprises concernées doivent avoir été, enfin l'idée c'est d'aider les investissements qui vont avoir du mal à se faire parce que il y a ce problème économique de stations fermées. Donc, il faut que les entreprises prouvent qu'elles ont leurs clients très majoritairement situés dans le périmètre défini pour les mesures d'urgence, donc le périmètre, le zonage qu'on a vu au début, et qu'elles nous prouvent qu'elles sont impactées par la fermeture des stations de ski pendant l'hiver 2020-2021 et qu'elles nous présentent un investissement soit à réaliser ou réalisé depuis le début de la crise, donc on a mis en mars 2020. Les bénéficiaires, donc les entreprises, elles doivent également être dans les domaines suivants. Les équipements à la personne pour les activités de montagne et pratiques outdoor, les infrastructures d'aménagement de la montagne. Donc, je pense qu'en tant qu'adhérent des deux clusters, vous êtes dans ces domaines. On a également l'ingénierie pour ces infrastructures d'aménagement de la montagne et les fournisseurs qui permettent par leur activité le fonctionnement des stations de ski. Donc, l'objectif, c'était vraiment de cibler les entreprises impactées par la fermeture des stations qui, du coup, ont besoin d'aide pour mener leurs investissements ou ont besoin d'aide pour leurs investissements qu'elles ont réalisés en prévision d'une saison normale, ce qui n'a pas été le cas. Voilà, donc ça, c'est pour vous dire ce qu'on cible et les entreprises éligibles. Donc, je vais passer la parole à Serge Tuaz, qui va décrire un peu plus précisément, du coup, ce qu'on prend en compte comme dépenses, comme investissement, et comment il faut faire pour déposer un dossier. Exactement. Merci, Clotilde. Est-ce qu'on peut mettre la slide? Ouais. Voilà. J'ai repris un peu des éléments un peu pêle-mêle du règlement d'aide qui a été voté vendredi dernier. Donc, l'appel à projet va s'appeler précisément « Financer mon innovation en montagne ». Donc, c'est cet appel à projet que vous allez retrouver sur le site Ambition Éco très rapidement.
d'ici la fin de semaine probablement. Ensuite, donc, le type de projet que cet appel à projet va pouvoir soutenir, ce sont des projets d'investissement innovants. Donc, le terme innovant, on le définit par un investissement qui permet une avancée ou un saut, une rupture technologique dans l'entreprise. Précisément, ça peut concerner une modernisation de l'entreprise, vu les enjeux stratégiques du tourisme en montagne, par exemple. Ça peut être aussi contribuer aux objectifs de montagne durable. Ça peut être également des projets d'innovation en lien avec les clusters et les pôles. Il y a pas mal de projets qui sont issus de ces deux clusters-là en particulier qui pourront être aidés à travers ce dispositif. Et on a intégré aussi des projets d'investissement qui auraient peut-être pu être gelés depuis la crise sanitaire. On entend par là des projets d'investissement prévus, peut-être même signés, et qui n'auraient pas abouti simplement parce que les stations n'avaient plus les moyens de mener le projet à terme. Donc, c'est peut-être des projets qu'on pourrait reprendre dans le cadre de cet appel à projet-ci. Donc, concrètement, ça peut aider à des dépenses, enfin des dépenses éligibles, ça peut être de l'achat d'équipements et de machines, des dépenses d'industrialisation, des dépenses d'amélioration énergétique et environnementale, des dépenses liées à la digitalisation, également de la prestation de conseil auprès des entreprises et également des dépenses de R&D, là avec des règles un petit peu particulières parce qu'il s'agit d'investissement. Donc, on va d'abord voir si ces dépenses-là ne peuvent pas être éligibles sur d'autres dispositifs, mais on peut prévoir des dépenses de R&D dans cet appel à projet-ci. Les subventions vont porter à la fois sur le capital des emprunts réalisés depuis le 1er janvier 2020, donc un effet rétroactif à l'année dernière, début de l'année dernière, et puis bien sûr sur des dépenses d'investissement réalisées à partir de cette même date. Voilà, on va s'appuyer sur des devis, des factures et des contrats bancaires pour les emprunts. Voilà. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure sur la slide suivante, l'appel à projet va être diffusé très rapidement maintenant sur Ambition Éco. Il y a un contact mail sur lequel vous pouvez poser toutes vos questions. C'est Clotilde et moi qui sommes derrière cette adresse mail, c'est planmontagne-investissement-auvergne-rhône-alpes.fr. Et puis, vous retrouvez toujours le numéro vert pour les entreprises, c'est le numéro vert de Ambition Éco, si vous avez des questions sur l'ensemble du dispositif Plan Montagne. Oui, il y avait une question dans le chat sur les taux d'aide en fonction de la taille des sociétés. Ah ben voilà, quelqu'un a répondu. Donc, c'est bien ça, c'est… pour les petites entreprises, c'est 50% de subvention avec un investissement minimum de 20 000 €, donc en gros 10 000 €, toujours plafonné à 350 000 €. Pour les moyennes entreprises, c'est 30% d'une dépense éligible de 50 000 €. Et pour les grandes entreprises, c'est 10% sur un plancher de 500 000 €. Donc, est toujours plafonné à 350 000 €. Et pour tout ça, on dispose de 15 millions d'euros de budget, une enveloppe de 15 millions pour soutenir un certain nombre de projets qui seront les vôtres. Merci beaucoup, Serge. Est-ce que vous avez du coup des questions ou est-ce que peut-être Nathalie, tu veux revenir sur le zonage parce que, enfin, ou je sais pas. Je pense que tu as clairement répondu. Hein, le zonage s'applique aux mesures d'urgence.
ce qui relève du plan montagne avec les trois premiers volets qui sont la continuité des dispositifs existants et ce nouveau dispositif donc de fonds d'aide à l'investissement, lui s'applique à l'ensemble du territoire régional. Ouais, je pensais à Nathalie Boudard sur les questions un peu précises, hein, sur le grand taxi, est-ce que ça regroupe aussi le Semnose, etc. Enfin, est-ce que tu avais des… Non, mais ce que je voulais vous indiquer, non, mais la réponse de Nathalie du cluster était parfaite. Sur le zonage plus précis, hein, sur les aides d'urgence, effectivement, je vous ai expliqué comment il avait été établi. Je reviendrai vers vous vers le cluster, hein, pour vous donner des précisions. Mais si vous avez bien entendu mes propos au départ, en fait, quand on est sur des communes qui sont sur des aires urbaines de plus de 50 000 habitants, on ne va pas retrouver ces communes. Elles sont sorties de cette liste et de ce zonage établi par l'État. Donc, c'est certainement pour cela que vous ne retrouvez pas certains territoires et certaines communautés de communes, comme j'ai vu dans le chat Cœur de Savoie qui avait été pointé. Donc, bon, il y a eu un choix, hein, de s'adosser sur cette liste pour ces dispositifs d'urgence. Et donc, c'est ce que nous avons mis en application. Alors, donc merci beaucoup. Alors, je vois qu'il y a des questions sur le CA majoritaire en montagne, mais à cause des remontées, évidemment, le CA n'est plus significatif. Oui, évidemment, nous, on va prendre en compte une année avec, enfin, une année de référence où il y avait une activité en montagne. Hein. Pour les moyennes entreprises dont l'effectif est inférieur à 1, mais dont le CA… Ah oui. Oui, c'est une question alors qu'on a eu récemment. En effet, est-ce que c'est… on a considéré récemment, parce qu'on a eu le cas, mais il faudra qu'on le vérifie, que c'était des critères non cumulatifs. Donc, à partir du moment où un critère de PME est rempli, on l'avait passé en catégorie PME, mais ça reste à confirmer dans notre instruction. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est des critères plutôt ouf, a priori. Le dispositif avance remboursable est à l'intérieur du plan montagne, où le trouver? Je vais répondre. Donc, je vais vous envoyer là dans le chat le lien qui permet d'accéder à la plateforme qui va vous renseigner sur ce dispositif de fonds d'avance remboursable qui est mobilisable encore jusqu'au 30 juin et qui avait été créé d'ailleurs dès 2020 et qui concerne toutes les entreprises de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, je vais tout de suite récupérer l'adresse et je vous la mets sur le chat. La jeune agence de voyage créée en 2019, elle ne peut pas être dans l'aide des entreprises nouvellement créées puisque c'est il y avait on vous a indiqué les dates et c'est 2020. Donc, c'est vrai que même si l'activité a commencé juste avant, après, il faut voir sur les autres dispositifs. Pour bénéficier du prêt montagne, il faut être dans la liste des communes dont vous avez parlé. Oui, c'est dans la liste, ça vous a indiqué. Je vois qu'il y a des nouveaux messages. Ah, Annecy-le-Vieux pour le prêt montagne. Il faut être dans la liste. Et Annecy-le-Vieux, Serge, tu confirmes, mais ça fait partie des agglos qui sont… Oui, c'est comme Annecy, comme Chambéry, comme Montmélian, Grenoble. Ouais, donc ça, c'est pas dans la liste. Est-ce que ces subventions seront à réintégrer? C'est une question de Patrick Giraudon. Ouais. Est-ce que Nathalie ou Serge… Alors, attends, je regarde la… Est-ce que ces subventions seront réintégrées dans le CIR déclaré chaque année? C'est bien pour recherche. Ça dépend peut-être du régime d'aide qu'on utilise, en fait, parce que
là, on vous présente les objectifs d'intervention et ensuite, on s'adosse à différents régimes d'aide selon les différents types de dépenses qu'on subventionne. Donc, je pense que si on utilise un régime, enfin bon, voilà, il faut qu'on on va creuser cette question et vous répondre. Est-ce que les entreprises innovantes, mais pas liées à la fermeture des remontées mécaniques, peuvent être éligibles? Alors, nous, pour être éligible, l'entreprise, il faut qu'elle ait été impactée par la fermeture des remontées. Oui, enfin, si je peux compléter, il faut qu'elle ait impacté par la fermeture des remontées mécaniques. Il faut surtout qu'elle ait une majorité de son chiffre d'affaires fait en station ou dans la zone de montagne. Si c'est le cas, même si elle n'a pas été impactée, on ne parle pas de baisse de chiffre d'affaires, par exemple, ce n'est pas un critère, il faut qu'elles soient impactées. Donc, si l'entreprise a un projet innovant, on pourra le soutenir s'il intervient sur la zone de montagne. Enfin, dans un des quatre domaines, qu'on a évoqués là, à outdoor, aménagement de la montagne, fournisseur de la montagne ou projet figé. Pardonnez-moi, est-ce que je peux me permettre de prendre la parole 2 secondes pour poser une question? Oui, oui. Juste pour prendre un exemple concret, dans des membres, admettons qu'on ait un fabricant de casques qui a une activité hiver, bon, majoritairement, enfin, vendue en montagne, mais qui pèse pas, dont son activité ne pèse pas 50% de son chiffre d'affaires en montagne. Il a une activité toujours de casques en été qui sont des casques de vélo. La majorité de son activité devient une activité été à cause de la baisse du chiffre d'affaires montagne. Il peut être éligible à ce dispositif, qu'on soit bien d'accord sur les équilibres et de ce qu'on peut dire à nos membres ou pas par rapport à la diversification de leur activité. Oui, oui, c'est pour ça, on peut revenir sur la slide 17. C'est ayant leurs clients donc, situés dans le zonage défini ou impactés par la fermeture des stations. Donc là, par exemple… C'est justement pour ça que je vous pose cette question, parce qu'il peut y avoir des clients qui n'ont pas très majoritairement leurs clients en montagne et qui ont un portefeuille équilibré entre la montagne, la zone plan montagne et une activité été qui est diversifiée. La zone montagne est sinistrée à moins 40, moins 50, moins 60 et leur activité été ne l'est pas. Mais ils veulent continuer à investir sur la montagne parce qu'on a tous envie que ça reprenne et que ça reparte. Ils ne peuvent dans ce cas-là, pas accéder au plan, vu que la grande majorité de leurs clients ne sont pas situés dans le périmètre défini. Excusez-moi, insistant. Hein. Oui, oui. Alors, forcément, à un moment donné, il faut qu'on trace quelque part voilà, un trait entre ceux qui sont… mais l'idée du… Enfin, on n'a pas de pourcentage… on a mis très majoritairement. Donc, justement, c'est pour avoir un niveau d'appréciation également sur le caractère innovant de l'investissement à réaliser. Enfin, c'est un peu c'est un ensemble de critères qui rentrent en ligne de compte. Le but, c'est de favoriser l'investissement et d'éviter que les entreprises de la montagne soient trop pénalisées pour leurs investissements innovants, productifs, par rapport à leurs concurrents. Donc, nous, il y aura aussi une appréciation globale. Alors, je suis d'accord que je ne réponds pas avec un chiffre qui permettrait de dire à partir de tel pourcentage de clients montagne, c'est oui, et à partir de temps, c'est non. Mais c'est… Non, j'ai compris, il y aura une appréciation de la dimension innovation et investissement. Voilà, c'est ça. Je pense que voilà, c'est seulement de voir si on parle de très majoritairement ou significativement, par exemple. Comme vient de dire une part significative. C'est vraiment… Et après, donner la dimension innovation en direction de la montagne, si je peux me permettre, qui peut permettre de faire rentrer un petit peu plus de dossiers dans des sociétés potentiellement innovantes. Voilà. En direction d'un plan de redéploiement de la montagne, tout simplement. Voilà, je me tais, excusez-moi pour l'intervention.
Non, mais c'est bien intéressant de préciser ça, parce que c'est vrai qu'il faut voir aussi la philosophie dans laquelle on a écrit. Après, évidemment, ça se traduit par un texte et des critères, mais la philosophie est vraiment d'aider les investissements innovants pour maintenir la compétitivité des entreprises malgré cette saison catastrophique. Exactement. Et dans l'esprit, il y a aussi la préservation des savoir-faire et des expertises des entreprises de la montagne, enfin régionales. Donc, je pense qu'il y a le type d'exemple que tu prends là, Patrick. Je pense que si une entreprise qui fait une grosse innovation, même dans le domaine du vélo, même si les clients sont ailleurs qu'en région, on les soutiendra. Je voulais revenir un petit peu aussi sur l'appel à projet. Donc, l'appel à projet, il va apparaître sur Ambition Éco. Normalement, il devrait être assez simple. Il est déjà prêt, hein, donc il devrait être assez ergonomique. Donc, c'est une plateforme de dépôt de dossier qu'on va vous soumettre. Donc, il faudra rentrer des codes d'accès. Et ensuite, il suffira de rentrer votre demande de subvention. Donc, une demande de subvention, c'est un formulaire dans lequel il y a, je vois que dans le chat, il y a une question par rapport à la règle des minimis. Donc, effectivement, c'est soumis à la règle des minimis. Mais ça, c'est dans le dossier de demande de subvention. On va vous demander une déclaration sirène de moins de 3 mois. Ça, c'est essentiellement pour vérifier que vous existez bien, mais surtout pour voir si vous êtes bien en région Auvergne-Rhône-Alpes. Une domiciliation bancaire, un RIB, pour pouvoir vous payer. Une attestation de l'expert comptable qui atteste que vous avez une majorité de vos clients qui sont en zone de montagne régionale. Et puis, bien sûr, les devis, les factures ou les contrats de prêt qui font l'objet de l'investissement innovant. Donc, voilà les principaux documents qu'on va vous demander. Ça devrait être relativement simple. Et en même temps, on est là aussi en amont avec le cluster montagne et OSV pour vous accompagner, pour vous orienter sur la demande de subvention pour que ça soit le plus efficace possible. Ce qu'on n'a pas précisé, donc c'est un appel à projet ouvert sur l'année. Donc, ça veut dire qu'on va traiter les dossiers au fil de l'eau. Donc, quand on va recevoir les dossiers, on va les instruire et commission permanente par commission permanente, on va passer les dossiers qui sont prêts. Les premiers devraient passer en juin, puisque pour être passé en mai, on aurait pu imaginer le faire en mai, mais pour être en mai, il faudrait remplir le dossier immédiatement. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui sont prêts, mais quand même pas au point d'être prêts pour la semaine prochaine. Donc, les premiers dossiers soutenus vont l'être en juin, début juin. Alors, je voudrais répondre sur le chat à une question sur les aides du Fonds Région Unie. Alors, il y avait une aide en direction des acteurs du tourisme qui, effectivement, est arrivée à terme à la fin du mois d'août. En revanche, il s'agissait d'une subvention. En revanche, le fonds d'avance remboursable est toujours mobilisable jusqu'au 30 juin de cette année. Et puis, sur le sujet du zonage, je pense que nous, suite à cette réunion, nous ferons remonter vos interrogations auprès de notre exécutif. Mais sachez que là, on est en train de mettre en œuvre une décision de cet exécutif et que même si elle peut vous paraître peut-être incohérente, aujourd'hui, c'est ce périmètre-là qui a été arrêté pour les aides d'urgence qui ont été décidées par la région. Sachant que le calendrier, donc c'est le 30 avril, donc maintenant on est déjà le 31 mars, donc c'est vrai que pour les mesures d'urgence, hein, pas pour le prêt et le fonds d'investissement, mais pour les mesures d'urgence, c'est vrai que ça me paraît difficile d'avoir le temps de modifier. Oui. Parce que la prochaine commission permanente, elle doit avoir lieu début mai. Donc, ça va être très compliqué. Donc, est-ce que je peux répondre à une petite question particulière, celle de Philippe Monteagudo?
Alors, Philippe, tu te demandes si les mesures présentées ne nous permettent pas de candidater au plan montagne. Pour le plan montagne global, probablement pas, parce que Philippe, on se connaît, et il vient de monter une entreprise et on est en rapport sur un projet qu'on appelle Séraphin, c'est un projet de drone. Mais par contre, tu vas être complètement éligible sur la partie investissement montagne. Et ton entreprise fait partie des entreprises qu'on imagine déposer un dossier dans le cadre de cet appel à projet-ci. Je pense que s'il n'y a plus d'intervention du côté de la DIRECO ou de la région, compte tenu du timing, on va essayer de respecter. La présentation vous sera envoyée et puis vous aurez évidemment les informations complémentaires nécessaires à travers vos réseaux, donc Cluster Montagne, OSV et puis sur la plateforme Ambition Éco. N'hésitez pas à nous poser des questions en direct. On travaille effectivement, comme Serge et Clotilde l'ont indiqué, au quotidien ensemble pour identifier peut-être les situations qui ne rentrent pas tout à fait dans les cases et essayer de vous apporter des réponses opérationnelles le plus rapidement possible. On n'a pas pu répondre à toutes les questions, mais je pense qu'on a déjà fait un bon tour. Voilà, et puis aussi vous rappelez que côté Cluster Montagne, on est vraiment à votre écoute. N'hésitez pas à nous remonter à l'ensemble de l'équipe les difficultés que vous pourriez avoir, alors pas du côté du plan région parce que je suis sûre qu'il n'y en aura pas, mais peut-être sur les autres dispositifs, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Un bon nombre d'entre vous le font déjà, mais pour justement identifier soit les incohérences, soit les dysfonctionnements, il faut qu'on ait des cas concrets, il faut qu'on puisse vraiment remonter des situations précises d'entreprise, sans forcément les nommer bien entendu, pour intervenir auprès des autorités, notamment de l'État. La réponse, oui, le PowerPoint sera sur l'espace, sur la plateforme collaborative MyCluster Montagne, ainsi que le replay de ce webinaire, puisqu'il y a quand même eu pas mal de questions. Donc, vous pourrez revisualiser tout cela d'ici la fin de semaine. Je remercie l'ensemble des intervenants et des participants. Vous étiez assez nombreux et puis maintenant, on attend le go sur la plateforme Ambition Éco pour démarrer un certain nombre de dossiers. Merci à tous, bonne fin de journée. Merci beaucoup.